Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er septembre, nous sommes en direct. Pour cette interview du matin, je reçois l'honorable Dasson Santid Kouété, député de la Nation, élu de Bouna, si je ne me trompe pas. C'est exact. Alors, bonjour honorable. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes aussi secrétaire national en charge des affaires juridiques du RHDP. C'est cela. Est-ce que, honorable, vous avez lu la presse de l'opposition ce matin? Il y a un billet de maître Jean Chrysostome Blessy qui pointe l'article 55 de la Constitution. Il écrit, je cite, « Seules les conditions prescrites par l'article 55 de la Constitution président à l'éligibilité », parlant de l'éligibilité des candidats à la prochaine présidentielle. On sait que peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours, on devra connaître la liste définitive des candidats à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que vous comprenez à ce texte qu'il a publié? Bien, je voudrais vous remercier et dire véritablement mon indignation. Indignation face à une telle prise de position venant d'une personnalité que tout le monde sait brillante, parce que Maître Blessy Chrysostome est député à l'Assemblée nationale. On avait l'habitude d'apprécier ses prises de position, mais là, qu'un juriste comme Blessy puisse dire de telles choses, vraiment avec tout le respect que j'ai pour mon collègue député, ça ressemble quand même à une énormité. C'est-à-dire, pourquoi? Une énormité parce que Blessy n'arrive pas à comprendre que la loi et la Constitution sont complémentaires en ce que la loi fixe les principes. La loi fixe, non, la Constitution fixe les principes. La Constitution fixe les bases et la loi complète la Constitution en détaillant, en disant de façon pratique comment les choses doivent se faire. Alors, à titre d'exemple, la Constitution dit que pour être candidat à l'élection du président de la République, j'ai le texte précis. Il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Il faut être âgé de 35 ans au moins et être de nationalité ivoirienne à titre exclusif. Je vais même demander à la régie. Très bien. Je vais même demander à la régie de nous envoyer le texte exactement. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, on a votre texte également à l'écran. OK. Et lorsque la Constitution le dit, la Constitution dit quelque chose, voici le principe. Il appartient à la loi de clarifier, de donner les précisions d'autres détails. C'est ce que dit l'article 48 du Code électoral. Tout Ivoirien électeur, tout Ivoirien électeur peut être candidat à l'élection présidentielle. Il y a deux conditions ici. Il faut être ivoirien et il faut être électeur, impérativement. Et quand vous regardez la sémantique du code électoral, le code électoral renvoie toujours à l'électeur. C'est-à-dire quoi? Tant que vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Mais qu'est-ce qui peut fonder la confiance de l'opposition aujourd'hui sur la base de cet article 55 quant à l'éventualité d'une présence de leur leader, de leur candidat sur la liste définitive que devrait proclamer le Conseil constitutionnel dans un futur très proche? Non, vous savez, l'opposition n'a rien à attendre du tout que le rejet de ces candidatures qui ne respectent pas les règles. Donc, je reviens sur ce que dit le député Chrysostome. C'est totalement faux de raisonner comme il le fait. Et c'est malheureux que le député continue de tromper encore les militants du PDCI. Il faut qu'il ait le courage de leur dire
que toute loi est conforme à la Constitution. Pourquoi on dit telle loi prise conformément à la Constitution? La loi se réfère toujours à la Constitution. Très bien. Et c'est le cas ici. Le code électoral est pris en respect de la Constitution. C'est la Constitution qui prévoit qu'il faut un code électoral. Vous dites donc que votre collègue fait aussi de la manipulation? Mais c'est plus grave que la manipulation, parce que pour un intellectuel, c'est suffisamment grave. On peut s'amuser à dire des blagues quelque part dans le quartier, mais lorsqu'on s'assoit pour parler en tant qu'un intellectuel, on ne doit pas dire des choses pareilles. Alors, une loi est prise conformément à la Constitution, et la Constitution fixe les principes, et il revient à la loi de détailler et de préciser de quelle manière le principe qui a été édicté par la Constitution devra être mis en œuvre. C'est aussi simple que ça. D'accord. Monsieur Damana Picasse en appelle maintenant à un dialogue avec le pouvoir. Je l'ai écouté un peu, ou j'ai lu un peu ses propos ce week-end dans différentes rencontres. Alors finalement, que veut cette opposition radicale selon vous? Bon, vous comprenez que l'opposition, de plus en plus, tout le monde comprend que l'opposition est toujours dans la même logique de perdre de temps, de ne même pas se rendre compte que les choses sont tellement avancées qu'on ne peut plus se permettre de faire un pas en arrière. La discussion aujourd'hui, à combien de mois de l'élection? Vous voulez combien de temps pour faire des discussions sur quoi? Les discussions ne doivent avoir lieu que dans le cadre du respect de la loi. Et moi, je vais inviter tout le monde à se conformer aux dispositions légales que nous avons actuellement. Il n'y a plus possibilité actuellement de faire une discussion. Moi, je ne vois pas comment on va faire une discussion aujourd'hui en dehors du cadre légal. Donc, échanger, même, est-ce que ça veut dire que même les échanges que le RHDP a aujourd'hui avec CAPCI, ça ne va pas aboutir? Ça ne peut rien apporter. Ça ne peut rien apporter, vous savez pourquoi? Parce que les délais sont déjà très proches, les délais sont déjà bien connus. Le Conseil constitutionnel a un délai jusqu'au 10 septembre pour pouvoir publier la liste définitive. Une fois la liste définitive est proclamée, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore? Quel accord on peut avoir? Un accord sur quoi? Donc obtenir quoi? Ce n'est plus possible. Il faut que les gens oublient qu'on peut se mettre actuellement encore pour discuter. Il n'y a plus de discussion possible. Toutes les discussions ont eu lieu, tous les accords ont eu lieu, même les meilleurs accords ont été remis en cause. Vous vous rappelez très bien la question de la CEI, qui a été un très bon accord, qui a permis de faire la révision électorale de 2024 et 2025 en même temps. Ça, les gens ne le disent pas suffisamment, mais il faut qu'on le dise. L'élection, pardon, pas l'élection, la révision de la liste électorale a eu lieu en 2025, mais c'est 2024 et 2025 sur la base d'un accord que les partis politiques ont trouvé. Donc le dialogue, c'est mort, là? On ne dira pas que le dialogue, c'est mort, mais le dialogue n'est plus utile en ce moment. Le dialogue cède la place maintenant à l'application du droit, aux délais qui sont les nôtres. Il faut se conformer. Alors, est-ce qu'il faut poursuivre en justice cette influenceuse qui a accusé dans l'une de ses vidéos l'Église catholique de cacher dans l'une des paroisses des deux plateaux Monsieur Guillaume Soro, le père Abécan, ce week-end s'est dit écœuré par de telles déclarations. Est-ce qu'il faut la poursuivre aussi, puisque, on se rappelle, le procureur de la République et le ministre de l'Intérieur ont promis maintenant de la fermeté quant à ces genres de dérives? Bon, mais ici, il faut voir quelles sont les parties en présence. Alors, quelle est la partie qui a intérêt ici à poursuivre la dame, même si elle a fait une déclaration? Bon, ça, moi, je pense qu'il faut regarder la personne qui a intérêt à initier une procédure. Est-ce que le procureur lui-même peut trouver un élément infractionnel pour pouvoir la poursuivre? Comme ça, vous savez, les questions de justice, je n'aime pas trop intervenir sur les questions de justice. Est-ce que vous voulez relativiser la gravité de ces accusations qui touchent à l'image de l'Église catholique? Non, il y a parfois ce qu'on lit, mais quand on va en profondeur pour avoir les éléments, bon,
ça nous amène parfois à prendre certaines positions. C'est-à-dire, oui, soyez plus clair. Non, je veux laisser la latitude au procureur de la République d'apprécier les faits et puis initier éventuellement une des poursuites. Alors, à l'occasion, ce week-end également, ce week-end politiquement était très riche, à l'occasion de la célébration des 10 ans du COJEP, M. Charles Blé Gourdet a marqué les esprits, en se démarquant encore une fois très nettement du discours du PPACI. Je le cite, « Je vais utiliser tout mon leadership dans ces élections pour qu'il n'y ait pas de bagarre, car là où la Côte d'Ivoire est engagée, mon ego s'incline. » On peut dire que l'homme a changé. Oui, et il faut le juger sur la base, il faut être factuel, il faut le juger sur la base des faits. Et mais les faits que nous avons présentement, les faits que nous avons déjà cette déclaration, elle est positive. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut juger les gens sur la base des faits. Et le fait que nous avons en présence ici, c'est que Blé Gourdet prend une position respectable. Il appelle à la cohésion. Il s'oppose à tout ce qui est bagarre, contrairement à l'ancien président Laurent Gbagbo. Bon, il veut apaiser les élections. Lorsqu'on a un acteur politique qui s'engage de telle manière, on ne peut que le féliciter. On ne peut que l'encourager à poursuivre dans cet élan. Mais nous qui sommes habitués aux hésitations politiques, on croise les doigts, comme on le dit, pour ne pas qu'il y ait un revirement un jour qui contrarie ces belles prises de position. Vous ne pensez pas? Et je ne veux pas préjuger de la bonne foi ou de la mauvaise foi de M. Charles Blé Gourdet, mais je souhaite vraiment que les choses se passent au mieux et que ces belles pensées qu'il distille en ce moment puissent être accompagnées d'actes vrais. J'ai comme l'impression que vous émettez quelques réserves quant à la sincérité de ses propos. Il s'engage depuis un moment pour la paix. C'est une très bonne chose. Son COJEP fait partie du CAPCI qui discute aujourd'hui avec le RHDP. C'est une bonne chose. Et dire ça, comment je vais mettre en avant ses propos, dire ses propos à cette occasion solennelle pour son parti, je pense quand même qu'on ne peut pas demander autre chose à un leader politique qui veut accompagner la paix, qui veut aider à construire la paix, oui, surtout par ces périodes. Oui, je viens de vous dire que je ne veux pas sens quand même je sens quand même que vous relativisez un peu sa sincérité. Oui, mais comprenez-moi, je ne veux pas préjuger de la bonne foi ou de la mauvaise foi de M. Charles Blé Gourdet, président du COJEP, mais je note qu'il fait des déclarations assez séduisantes, des déclarations bonnes pour la cohésion sociale, mais en tant qu'homme politique, nous sommes parfois habitués à des revirements qui contrarient la pensée de départ. Et même quand les choses sont nettes, sont plus limpides, il y a toujours des gens qui viennent pour troubler la quiétude. On vient juste de parler du député Jean Chrysostome, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est avocat, s'il vous plaît, une fonction prestigieuse comme la fonction d'avocat, qui décide volontairement de venir et puis il trouble véritablement les tests juridiques. Il est une figure du barreau. C'est suffisamment grave que quelqu'un qui a pour matière de travail, de droit, accepte de venir troubler lui-même sa propre matière en disant par exemple que ce que la Constitution a dit dans le cadre électoral, il n'y a plus rien d'autre à faire. Quand on parle du recensement des votes, est-ce que c'est dans la Constitution? Bon, on parle de l'organisation pratique des élections, est-ce que c'est dans la Constitution? En fait, c'est tellement aberrant. Bon, on y va. Très bien. Alors, si vous le permettez, nous allons maintenant aborder quelques sujets de développement dans votre région, le Bonkani. Ma première question aujourd'hui dans le Bonkani, c'est la question de haute importance aujourd'hui, l'urgence de haute importance aujourd'hui dans le Bonkani, ce sont les questions sécuritaires.
de par la proximité avec le Burkina, qui est sous les feux du djihadisme. Alors, le Bounkhani perd aujourd'hui un lourd tribut à l'insécurité. Elle accueille aujourd'hui, la région accueille aujourd'hui des milliers de réfugiés burkinabés. Il y en a qui récemment ont encore quitté le Ghana pour se réfugier toujours dans le Bounkhani. Est-ce que aujourd'hui, concrètement, dans cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire, cet afflux de réfugiés ne pose pas des problèmes d'équilibre et de cohabitation avec les populations de votre région? Pour l'heure, on peut dire que les choses se passent plus ou moins bien. Relativement bien. Les choses se passent plus ou moins bien dans la mesure où il n'y a pas d'action majeure qui contrarie la quiétude des populations du Bounkhani. Mais lorsque vous avez d'autres personnes avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de vivre qui arrivent dans votre région, nécessairement il y a une sorte de déséquilibre quelque part. Et ce déséquilibre prend l'allure parfois d'insécurité parce que certains actes se commettent sans qu'on ne sache avec exactitude quelle peut être la provenance de ces actes et puis à quoi ça répond véritablement. Mais ce qu'il y a lieu de noter comme élément positif, c'est l'acharnement des forces de défense et de sécurité à protéger véritablement la région. Soyez convaincus que n'eût été la ténacité des forces de défense et de sécurité, la région était prédestinée quelque part à être une zone totalement instable. Déstabilisée. Oui, très déstabilisée. Parce que les premiers moments, ce qu'on avait comme information et puis la volonté des déstabilisateurs était tellement grande, mais les forces de défense et de sécurité ont réussi à atténuer considérablement cette situation, de telle sorte qu'on peut dire qu'on vit en paix aujourd'hui à Bouna, malgré l'arrivée de ces réfugiés, malgré les déséquilibres que leur arrivée pourrait créer au niveau de la région. Et vous savez que nous sommes dans une zone où les choses ne sont pas toujours aisées avec cette question de pluviométrie qui raréfie les denrées alimentaires. Déjà, le Bounkhani, c'est une région assez pauvre, hein? Oui, l'une des plus pauvres de Côte d'Ivoire. Oui, et ce n'est pas du tout facile. Et voilà la situation de nos parents ghanéens qui aggrave davantage la situation. C'est dire que le Bounkhani, on doit redoubler d'efforts pour pouvoir maintenir notre quiétude dans le temps. Est-ce qu'autour de cette question-là, les cadres de la région trouvent quand même un consensus dans l'action à mener pour protéger, mieux protéger les populations, indépendamment de ce que fait déjà l'État, ce que font les forces de sécurité, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure? Oui, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a eu plusieurs niveaux d'intervention. Il y a d'abord, en premier lieu, l'intervention de l'État qui couvre pratiquement toute la région. Il y a aussi le comportement des populations du Bounkhani qui accueillent vraiment leurs frères et sœurs en détresse. Et du côté des autorités politiques, il y a des actions qui se mènent constamment pour pouvoir soutenir les populations qui sont en difficulté. Donc, dans l'ensemble, ce ne sont pas des populations déplacées qui arrivent et qui se sentent abandonnées. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Et le Bounkhani, pour moi qui suis du Bounkhani, je sais exactement à quel point nos populations sont accueillantes, nos populations sont humaines. Et donc, il n'y a pas de raison que des déplacés soient en difficulté. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer quand même le retard dans le domaine du point de vue du développement de cette région, qui est pourtant une région agricole riche? Il manque aujourd'hui encore dans le Bounkhani, de façon, je vais dire cruellement, des infrastructures de base. Qu'est-ce qui explique ce grand retard par rapport aux autres régions
de la Côte d'Ivoire. Donc vous savez, il faut le dire tout net, hein, la volonté politique de développer la région du Bunkani a fait défaut pendant longtemps, parce que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à une date récente, 2011-2012, à la limite, on est tenté de dire que Bouna n'était pas en Côte d'Ivoire. Et en 2011, par exemple, le taux de... C'est à partir de 2014, non pas 2014, 1994, véritablement que Bouna a commencé à sentir véritablement que c'était une région de la Côte d'Ivoire, avec le bitumage de l'axe Bondoukou-Bouna. Et on va en reparler tout à l'heure. Avec la radio et la télévision, je vous informe qu'avant 1994, Bouna ne savait rien de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà. Donc, alors, parlant des défis, hein, il y a que en 2019, le taux d'électrification, pour ce que j'ai lu, en préparant cette émission, était de 17%. Et en 2011, pardon, était de 17%. Et en 2020, c'est passé à 33,90%. Où en est-on de ce point de vue aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, vous savez, les chiffres... les chiffres traduisent ce sont des calculs, mais 17% avant 2011. Bon, pour l'œil d'homme politique que j'ai, en 2011, avant que le président Alassane Ouattara ne soit là, il n'y avait que Bouna qui avait un groupe électrogène, Doropo, Teyini et puis Farakor. En dehors de ces trois localités, il n'y avait pas de... Donc les 17% même étaient exagérés. Je me demande bien comment ça a pu être 17%. Alors, mais aujourd'hui, quand on parlait de 33%, là, en revanche, je me demande bien, le chiffre de 33%, c'est encore... Non, c'est trop bas. D'accord. Pratiquement tous les villages de Bouna aujourd'hui sont électrifiés, pratiquement. Donc 33%, je ne pense pas que ce soit exact. Alors, en matière d'eau potable, en 2011, pour ce que j'ai lu dans mes recherches, Bouna était à 50% de taux de couverture en eau potable. Aujourd'hui, c'est à plus de 82%. Oui. Et là, les chiffres sont bons. Ça, ces chiffres, sans les lire, je crois que les chiffres sont bons. Alors, pourquoi est-ce que Bouna devrait, je dis Bouna, le Bunkani, globalement, devrait choisir le président Ouattara? C'est une question récurrente que je pose à tous mes invités. S'il y a une, deux, trois choses pour lesquelles votre région devrait choisir, voter pour le président Alassane Ouattara, ce seraient lesquelles? Bien. Bouna, la région de Bunkani a 1000 raisons. Parce qu'il y a encore beaucoup de défis. Parce qu'il y a encore beaucoup de défis. Ouais. Parce que je vous ai parlé de 1960, date d'indépendance de la Côte d'Ivoire, jusqu'à 1994, où pratiquement on n'était pas en Côte d'Ivoire. Et c'est seulement à partir de 2011 qu'on a senti que nous sommes vraiment en Côte d'Ivoire. Donc moins de 15 ans, comparé au temps que Bouna est resté dans la léthargie, vous n'allez pas demander qu'on puisse faire tout en même temps. Mais déjà, ce qui est fait depuis 2011 nous donne le courage de penser que la volonté politique du président Alassane Ouattara a aidé Bouna. Nous avons un taux d'électrification qui est très élevé et aujourd'hui, les populations de Bouna se sentent totalement à l'aise grâce à cette électrification. Les programmes du gouvernement, le PS Gouv par exemple, a servi beaucoup de populations au niveau de Bouna. Nous avons des témoignages des bienfaits de ces fonds qui arrivent directement entre les mains dans le téléphone de certaines populations qui en font un bon usage. Nous avons aujourd'hui des infrastructures qui sont en train d'être rénovées. L'axe Bouna-Bondoukou est en train d'être refait. Nous avons l'axe Bouna... Parce que c'est une région qui a énormément de problèmes d'accessibilité. Absolument, oui. Nous avons l'axe Bouna-Doropo. Je veux parler, c'est même si ça a été mis en service, ça fait longtemps, mais c'est un axe essentiel et les populations du Bunkani ne peuvent jamais oublier le bitumage de l'axe Bouna-Doropo. Et
à côté de tout cela, autant d'actions de développement, l'eau dont vous avez parlé, la stabilité, l'achat des produits agricoles. Vous voyez, tout récemment, les populations semblaient se plaindre du fait que la NACAD n'a pas été achetée. Le gouvernement, ayant entendu le message, a envoyé véritablement les travailleurs du conseil coton à NACAD pour que les populations ne sentent absolument rien. Quand vous avez un gouvernement qui vous écoute, qui est sensible à vos problèmes, un gouvernement qui est prêt véritablement à répondre aux attentes de la population, je ne vois pas pourquoi cette population-là ne serait pas dans une vision de soutenir le président. Alors, honorable, le président Ouattara est élu au soir du 25 octobre. S'il y a deux défis que son futur gouvernement devrait aider à relever dans le Bounkhani, ce serait les quoi? En deux, trois mots. Renforcer les infrastructures. De base. De base. Les infrastructures de base au niveau de Bouna, on en a besoin. Parce que sans infrastructure, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas parler de développement. Les infrastructures favorisent le développement d'activités économiques. Et renforcent le sentiment d'appartenance à un État. Voilà, effectivement. Une fois c'est renforcé, ça rassure les populations et puis ça leur permet de créer des activités génératrices de revenus. Le deuxième défi? Le deuxième défi, c'est vrai que la question de sécurité aujourd'hui nous préoccupe. Ouais. Et donc, il faut accentuer la réflexion sur la question sécuritaire afin que Bouna continue de vivre dans la quiétude. Je vous remercie. C'est la fin de cette interview du matin. Tout à l'heure, à 16 h, ce sera le QG de l'actualité. Mes invités seront Guillaume Bateau, le patron du quotidien Liberté, et Fanny Karim, le maire d'Issia. Honorable, merci et très bonne journée de travail. Merci beaucoup.